Alors, Corban Pessah. Le Corban Pessah, il y a quelque chose de compliqué à comprendre un petit peu dans sa définition. Vous savez que c'est lui quand même la porte d'entrée un peu de tout ce grand processus de la sortie d'Égypte, à tel point que le Chazal, nos sages nous disent que peut-être qu'un converti, la première chose qu'il devrait faire pour entrer, pour s'inscrire dans le peuple d'Israël, c'est d'amener un Corban Pessah. C'est un peu la porte d'entrée, c'est la voie, par cette voie qu'on rentre dans le peuple d'Israël. Et finalement, quand on réfléchit au Corban Pessah, en le contrastant aux lois relatives aux autres corbanotes, aux sacrifices qu'on a apportés au temple, il y a quelque chose de difficile à comprendre. Je m'explique. C'est que les corbanotes, donc les lois relatives aux offrandes, aux sacrifices qu'on a apportés au Beth Amikdash, quand on approfondit un petit peu, on remarque, on peut constater facilement que c'était divisé en deux groupes. On a les corbanotes Yachid, les corbanotes Sibour. Les corbanotes du collectif, corbanotes donc achetés à partir de la caisse des offrandes, elles-mêmes collectées avec des fonds qui étaient ramassés de l'ensemble du peuple tout au long de l'année. Et on a les corbanotes du Yachid, les corbanotes du particulier. Chaque particulier, si on prend par exemple la femme enceinte qui devait apporter son corban, chacun pour sa raison propre, etc. Il y avait un corban, ce qu'on appelle corban Yachid, et donc il y a des lois très différentes et très distinctes pour ce qui concerne le corban du collectif ou le corban du particulier. Ce qui est intéressant dans le Corban Pessah, c'est que quand on essaye d'approfondir et de définir le Corban Pessah, à quel groupe il appartient, on a du mal, parce que finalement, il y a un peu des deux. Dans un sens, il revêt une dimension purement collective, puisque c'était un Corban qui était approché, d'ailleurs le verset le dit très clairement, Kol Adat Bene Israël, il me semble même que c'est la première fois dans toute la Torah où on emploie ce terme de l'ensemble, l'assemblée des enfants d'Israël devait approcher le jour du 14 Nissan, le Corban Pessah. Donc on voit clairement une dimension purement collective. On va même jusqu'à dire qu'au niveau de la halakha, c'est un Corban qui repousse le Shabbat, qui repousse les lois de l'impureté, chose qui est propre uniquement au Corban du peuple, du collectif. Mais toutefois, on peut remarquer qu'il possède également, et même plus encore peut-être, une dimension purement individuelle, une dimension du particulier. Ça se remarque directement dans les lois donc, qui sont inscrites dans la Torah, dans la paracha qui concerne le Corban Pessah. On nous dit que ce Corban devait être donc acheté, chaque famille, c'est les Beth Avot, c'est la Baïd, donc un agneau par foyer paternel, un agneau par maison. Il devait être consommé le soir, donc dans cette fameuse festin, cette Seouda, le repas du Seder, on consommait ça en famille, en cellule familiale, à tel point la Torah va jusqu'à dire que une personne qui ne fait pas partie, qui n'aura pas été comptée parmi les membres de la famille, n'aura même pas le droit, il y a un interdit formel pour tout celui qui n'a pas été compté dans les membres de la famille de participer à ce repas. Donc c'est cloisonné, c'est un petit peu sectaire comme ça, on nous demande que ça soit mangé famille par famille. Donc il faudrait choisir, et donc la question se pose de manière assez évidente, comment définir la nature de ce corban-là ? Collectif ou particulier. Il me semble d'ailleurs qu'il y a un passage dans le Talmud très intéressant dans Gemara Pesachim Samervav, où durant la période où les Bnei Betera étaient un peu à la tête de la direction religieuse du peuple d'Israël à la fin du second temple, où là-bas la question s'était posée, c'était une année où le 14 Nissan tomba le jour de Shabbat, et la question se posait, est-ce que le Corban Pessah repousse Shabbat ? Donc en fait c'était une question un peu plus large quant à définir la nature de ce Corban Pessah, et l'implication évidente c'était, est-ce que ça repousse le Shabbat oui ou non ? Et quand on a demandé aux différents rabbanim qui étaient sur place, personne ne savait répondre. Il y avait vraiment une hésitation, on était dans le doute, et personne n'avait la réponse. Et finalement, c'est une manière de dire, personne ne savait définir ce contraste-là du Corban Pessah, on est dans le collectif ou dans le particulier. Alors il me semble qu'à l'intérieur même, au cœur même de cette tension-là qui existe entre le collectif et le particulier, se définit le Corban Pessah. Évidemment, certes, le Corban Pessah, on parle de quelque chose qui touche le peuple, puisque c'est lui qui va définir, qui va engager, qui va initier la dimension du peuple et de la nation d'Israël. Vous savez, le Sefer Shemot, il se contraste avec le Sefer Bereshit, justement dans le fait que le Sefer Bereshit, tout s'arrête à l'échelle du particulier, au niveau des patriarches. Le Sefer Shemot, cette descente en exil, avec tout ce qui s'ensuit, ça va être justement là pour essayer de créer un nouveau peuple, une nouvelle dimension, une nation nouvelle.
Donc on est au niveau du collectif. Donc évidemment le Corban Pessah, au niveau de la halakha d'ailleurs, dans l'histoire des Bnei Betera, personne ne savait répondre jusqu'à que, on a dit, il y a un homme qui vient d'arriver de Babel, qui s'appelle Hillel, et lui il est arrivé, il a dit au nom de ses maîtres Shmaya et Avtalion, évidemment ça repousse Shabbat. D'ailleurs Bnei Betera avec leur Hanava, ils ont laissé le pouvoir, et à partir de là on a nommé Hillel Nassi, c'est le fameux Hillel Anassi. Donc évidemment que ça repousse Shabbat, en vertu du principe de tout ce qui est collectif, ça repousse Shabbat, puisque finalement c'est le Corban qui va initier, qui va créer, qui va ouvrir la voie de la création d'un nouveau peuple. Mais alors comment comprendre cette insistance de la Torah sur le côté purement particulier ou individuel, où on nous demande carrément de manger ça en famille, de ne faire rentrer personne? Il semble que là il y a tout le secret du Corban Pessah, peut-être même de la fête de Pessah. Vous savez, dans la paracha qui concerne le Corban Pessah, le mot Baït il apparaît 7 fois. Le mot Baït maison apparaît 7 fois, et c'est pas un hasard, c'est qu'en fait apparemment visiblement c'est le cœur même de la définition du Corban Pessah. Je m'explique un petit peu, c'est que la maison, finalement quand on réfléchit sur la nature même de la maison c'est l'endroit d'intimité où chacun d'entre nous va s'exercer, va pouvoir développer sa personnalité, son identité, sa propriété, etc. Donc c'est l'endroit un petit peu où on se détache, on est un peu cloisonné du monde, mais non pas pour en faire une cloison avec l'extérieur, une cloison hermétique avec l'extérieur, mais bien au contraire. C'est ce qui va nous permettre de comprendre qui nous sommes, qui on est, pouvoir se définir et définir son identité, pour qu'à partir de là, on puisse réussir à comprendre qui est l'autre, et arriver à se connecter avec l'autre. D'ailleurs, si vous regardez dans le passage, il y a quelque chose de très intéressant. C'est que juste après l'interdit, juste après que la Torah insiste sur l'interdit de toute personne qui n'a pas été comptée avec la famille de participer au repas avec cette famille, la Torah dit, attention, si on comptera plus de viande que nécessaire dans cette famille-là, il sera tenu de la partager avec la famille voisine. Donc comme pour dire, la Torah cherche à dire par là que ne tombe pas dans l'erreur qu'on te demande de t'isoler pour t'isoler, au contraire, on te demande de créer la famille pour pouvoir te définir l'identité familiale à partir de laquelle tu pourras te connecter, comprendre qui est l'autre, et à partir de là vous allez créer un peuple, une âme collective. Je pense que c'est ça l'idée fondamentale de la fête de Pessah. Vous savez, la force d'un organisme, si on prend l'exemple d'une société commerciale, ne réside pas dans les nombres d'actionnaires qu'elle compte, ni même dans la hauteur du capital ou dans la compétence des dirigeants, quel diplôme ils ont, etc. Il y a la force des plus grands empires dans le monde aujourd'hui, et malheureusement je pense que les groupes terroristes l'ont très très bien compris, repose sur les succursales, sur la diversité et le déploiement de ces succursales, sur la multiplicité des antennes dissimulées sur l'ensemble du territoire. Ça, c'est la force d'un empire, d'un peuple. Donc, à partir de là, on comprend très bien cette définition particulière du Corban Pessah qui vient créer cette âme collective du peuple d'Israël. Mais la première chose que la Torah essaye de nous faire comprendre, et c'est ce qu'on essaye de vivre ce soir du Seder, où, vous savez, chacun se retrouve avec sa famille, on essaye de renforcer la cellule familiale, c'est une histoire de bien comprendre que si on veut arriver à créer un peuple lié, uni et durable, et ben la force d'un grand peuple se trouve dans les succursales. Voilà, Chag Sameach.